La dame, voilà. Donc, on peut démarrer. On peut démarrer. Bienvenue à cette première conférence de l'année, puisque nous n'avons pas eu de conférence en janvier. Nous avions le congrès. On a laissé la priorité au congrès et on démarre notre cycle de conférences au Collège des coachs le lundi en février avec Angélique. Donc, bienvenue à cette conférence atelier qui est organisée, vous le savez, hein, par le Collège des coachs PNL de la Fédération. Merci d'avoir pris le temps sur votre temps de venir passer cette soirée avec nous. Moi, je vous accueille en ma qualité de présidente de ce collège, sachant que les élections fédérales et collégiales ont amené à renouveler les commissions des différents collèges, et la commission de notre collège a été reconduite dans ses fonctions pour les 4 ans à venir, en s'enrichissant de 2 autres membres. En l'occurrence, il y a Brigitte Dehaye qui est là. On fait coucou, Brigitte. Voilà, qui nous a rejoint. Et puis Chantal Servet, mais Chantal n'est pas arrivée encore. Donc, certains de nos travaux au collège sont ouverts à l'extérieur et notre intention, bien sûr, c'est de faire connaître au grand public le coaching PNL. C'est vraiment une spécificité et c'est important pour nous de mieux faire connaître cette façon d'être coach. Et puis, au-delà de l'intention, on a aussi un objectif, bien sûr, c'est d'encourager les adhésions à la fédération et pourquoi pas à notre collège. Alors, avant de passer la parole à Angélique, qui est donc notre invitée de ce soir, que certains connaissent bien, moi, je souhaite vous présenter, comme d'habitude, le collège en images. Vous savez que pour ça, je vous ai préparé un diaporama que vous commencez à connaître. Mais pour ceux qui sont nouveaux, qui viennent d'arriver ce soir, peut-être que c'est bien qu'ils le alors, diaporama, voilà, je vais hein, je pense que tout le monde peut le voir. Hein. Alors, bienvenue à ce collège, dans ce collège, et puis bonne année encore. Il nous reste, allez, 2, 3 jours pour dire encore bonne année. Que cette année soit pour vous heureuse, prospère, sympathique, agréable, ludique, à tous les niveaux de votre vie, et surtout qu'elle soit faite de paix et de bienveillance. La fédération NLPNL que vous connaissez est une fédération qui accueille des collèges de professionnels. Je vous le rappelle, nous avons 4 collèges de professionnels. Le collège des enseignants, le collège des coachs PNL qui vous accueille ce soir, le collège des psy PNL et un dernier collège qui s'est installé il y a maintenant quelque temps, le collège des experts de la pédagogie, de la pédagogie PNL. L'objectif de notre fédération, c'est d'accompagner les collèges vers la professionnalisation de la PNL. Je vous rappelle la devise de la fédération qui est la PNL pour apprendre, entreprendre et évoluer. Au-delà des collèges, la fédération accueille aussi des antennes régionales ou des associations. En l'occurrence, nous avons l'association NLPNL Île-de-France, l'association NLPNL Belgique, l'antenne NLPNL Belgique et l'antenne NLPNL Tunisie, pardon. Voici donc la commission et les membres de la commission. Certains d'entre eux vous sont déjà familiers. Je les positionne pour vous les présenter à nouveau. Donc voilà, moi j'en suis la présidente et vous avez Véronique Olivier qui est là ce soir aussi et qui est la responsable de l'accueil des nouveaux membres. Clément Boyer, vous le connaissez, il s'occupe surtout du marketing de notre collège et de la meilleure façon de le développer. Marina ajoute à ses fonctions de présidente de fédération euh, l'orientation de notre collège et elle tient la trésorerie aussi du collège. Céline, vous la connaissez également, elle est coordinatrice entre les membres du collège et la commission
Elle organise par exemple les fameux mercredis, parce qu'au-delà de nos lundis au collège, nous avons aussi instauré les mercredis, des mercredis trimestriels. Il y a 4 mercredis par an qui sont ouverts principalement aux membres du collège et aux sympathisants, et durant lesquels nous présentons une pratique de coaching particulière qui pourrait être utile à nos membres du collège, et nous la mettons sous fiche de façon à nous constituer, nous, une bibliothèque de pratique. Voilà, donc ça, c'est notre commission. Donc, nous serons ravis de continuer à travailler avec vous. Le Collège des coachs a une devise, vous vous en souvenez, soyons fous de PNL. Les valeurs, on en a 4 que nous cultivons: l'ouverture, la vigilance, les opportunités et le co-développement. Voilà, vous avez ici en image les membres de notre collège. Dans ce collège, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on se réunit 3 fois par an, 3 réunions de collège. Nous avons installé cette année 4 journées d'intervision pour les membres du collège. Les sympathisants aussi sont invités à ces journées d'intervision. Vous le savez, nous avons créé une fiche d'identité du coach PNL. Si vous voulez la connaître, dites-le moi, je vous l'enverrai. Et au-delà de la fiche d'identité, nous avons mis à jour des compétences, un bloc de compétences. Nous avons identifié 14 compétences spécifiques au coach PNL. Et puis, dans ce collège, nous avons aussi une université en automne. Et cette année, ce sera le samedi 12 octobre. Vous pouvez noter sur vos agendas. Notre objectif en 2024, ça va être de garantir la qualité de nos travaux, de susciter l'envie, hop là, attendez, j'étais trop vite, de susciter l'envie et la fierté d'adhérer à notre collège. Je vous encourage à devenir sympathisant du collège. Cela vous permettra de travailler votre position très spécifique de coach PNL. Vous pourrez y développer vos pratiques de PNL. Pourquoi pas vous ouvrir à de nouvelles méthodes dans le cadre du coaching, parce qu'au Collège des coachs, nous sommes intéressés par découvrir des techniques qui pourraient enrichir notre approche PNL. Les conditions d'adhésion en tant que sympathisant sont assez simples: être membre de la fédération, être coach ou en passe de le devenir, et cette année, vous acquittez d'une adhésion de 30 € pour l'année. La prochaine conférence se tiendra le lundi 25 mars avec Monique Salas, et elle nous parlera de cerveau et coaching. Monique Salas est docteur en neurosciences. Là, nous avons donc Angélique Jimenez, qui est notre invitée de ce soir. Certains d'entre vous la connaissent depuis déjà longtemps. Elle est psychopraticienne, psychotraumatologue. Elle est formatrice, enseignante en PNL. Elle est superviseure. C'est quelqu'un que nous considérons, nous, comme exceptionnel dans les connaissances et la façon de transmettre ses connaissances. Avant de vraiment lui passer la parole, je voudrais insister sur l'idée que être coach PNL, pour nous, c'est bien plus qu'un ensemble de techniques. C'est une façon de donner une permission à nos clients. Un coach PNL, c'est avant tout une attitude, c'est une manière d'être. Quand on est coach PNL, c'est qu'on veut aussi mieux connaître les choses et pourquoi pas les influencer. Et les 2 principales qualités du coach PNL, vous le savez, pour moi, sont l'observation et la curiosité. Parce qu'un coach PNL, en effet, observe beaucoup plus qu'il ne parle. Et il le fait, l'observation qu'il a, il la pratique dans la bienveillance et avec un intérêt vraiment sincère d'accueil pour l'autre. Et ce soir, Angélique va nous ramener à une des bases de travail de la PNL, qui est la dissociation. Car nous, en tant que coach PNL, est-ce que nous savons bien utiliser cette dissociation lors de nos coachings
ou de nos accompagnements, eh bien, c'est ce que nous allons peut-être tester ce soir avec Angélique. Et Angélique, je te passe la parole. Merci Nora. Du coup, je vais vérifier. Tout le monde m'entend? Est-ce que tout le monde m'entend bien? Ouais, c'est. Ah, on Oui. a quelqu'un qui essaie d'entrer encore. Ouais, voilà. Alors, du coup, merci Dora. Avant de vous remettre mon support, parce que j'aime bien mettre un support aussi qui nous sert de base, je voudrais profiter de ce que tu as dit pour rappeler une chose. Je vais parler de la dissociation. Alors, j'allais dire de quel droit et remettre en question. Ah, on entend, il faut. Ouais, si vous pouvez couper vos micros, s'il vous plaît. Voilà, merci. Pardon, hein, je ne voulais pas couper la parole, mais du coup, on n'entendait plus bien. Donc, rappelez que la dissociation, on a une acception en PNL. Et là, moi, je vais vous emmener dans d'autres mondes, voilà, pour voir à quel point ce mot-là est utilisé à d'autres endroits. L'idée, c'est de raccorder le tout et puis de peut-être faire évoluer aussi la PNL dans le temps moderne. Donc, je vais vous présenter très vite. C'est un vaste monde, hein, c'est complexe. J'essaye de prémâcher plein de choses. L'idée étant qu'on devienne plus fin, plus habile en PNL, parce que le mot dissociation, aujourd'hui, il a été largement disséqué. Voilà, on sait bien mieux ce que ça signifie à plein niveau. Donc, je vais essayer de vous emmener rapidement dans ce monde-là pour qu'on puisse ensuite affiner nos pratiques. Et puis, du coup, je disais à Dora, je me fais pas toujours que des amis en PNL et en même temps, c'est pas si gênant que ça, que je dérange un peu, puisque l'idée, c'est de montrer que la PNL, c'est une vieille dame qui a besoin d'être reliftée de temps en temps, voilà, d'être rafraîchie. Et d'ailleurs, c'est le cœur même hein, des PNListes, normalement, c'est qu'on accepte d'être curieux et d'être rafraîchi. Et j'espère bien pouvoir, dans quelques temps, écrire sur tous ces aspects-là. Parce que la dissociation, c'est quelque chose à manier avec beaucoup, beaucoup de précautions. Donc, je vais essayer de vous emmener, voilà, à saisir avec subtilité, voilà, comment on doit évoluer et peut-être même proscrire. Vous m'entendez bien? Je pense Oui. proscrire certains modèles qui ont un peu d'âge. Voilà, donc on en reparle après. Je vous emmène un petit peu dans ce monde-là et puis du coup, on revoit tous ensemble. Ça va, dit comme ça, Laura? Oui, c'est parfait, Angélique. On peut ajouter que n'hésitez pas à mettre vos questions dans le chat et puis moi, je les transmets. Et de temps en temps, Angélique est OK pour que je puisse l'interrompre euh, pour peut-être faire des reformulations ou nous arrêter sur un point ou sur un autre. Je crois qu'Angélique, tu as prévu un temps de questions tout à l'heure. Oui, oui. Voilà, Voilà. donc il y aura un temps aussi pour poser des questions en direct. Mais si vous avez des questions qui émergent pendant l'intervention, mettez-les dans le chat et moi je les transmets. Voilà. Sachant que du coup, si vous ne criez pas, c'est que vous avez mon, mon visuel aussi. Voilà. Et du coup, on y revient après, hein. Avec, du coup, je le dis parce que ça peut chiffonner et déranger parce que justement, j'ai appelé ça moi la série coach et thérapeute puisque vous savez que moi aujourd'hui ma pratique elle est majoritairement dans le monde de la psychothérapie et surtout une forme particulière de la psychothérapie qui reprend les gens qui sont polytraumatisés. Et on avance beaucoup hein, sur ce domaine-là. Donc finalement, là, on a le plus complexe. Souvent, on est obligé d'avoir plus encore de finesse. Et du coup, moi, j'essaie de tisser le tout avec vous. Pour quelle raison j'aime bien travailler avec les coachs? C'est une question de relation. Parce qu'il y a des gens que j'aime beaucoup. Donc moi, je travaille beaucoup à la relation. Voilà. Et je reviens à vos quatre piliers qui me paraissent hyper opportuns, qui d'ailleurs, c'est une signature en particulier hein, que vous avez. Tous les coachs ne reprennent pas cette devise. On va avoir besoin, pour là où je vais vous emmener, justement, de beaucoup d'ouverture, de beaucoup de vigilance. L'opportunité, du coup, vous verrez, il faut les trouver avec certains patients et clients. Et puis, l'idée de co-développement, moi, je la reprendrai en le côté faire ensemble et être collaboratif pour accompagner, voilà, et on va voir comment on va utiliser ou pas la dissociation. Allez, On te suit. alors, voilà. Comme disait, alors j'ai repris mon petit prof à chaque fois parce que du coup, voilà, ça nous fait un petit rappel mémoire. On a monsieur prof. Je ne sais pas si d'ailleurs vous vous voyez ou pas. Je voudrais bien enlever les petites cases. Je ne sais pas comment faire pour que vous ayez majoritairement le visuel. Vous voyez vos Dora. Est-ce que Oui,
Pour l'instant, moi, à l'écran, je vois tout. Qu'est-ce que tu voudrais retirer qu'on ne verrait pas? Nos visages, de façon à ce que vous ayez sur le Ah, film, bah, tu prends On la verra barre bien, et hein. avec ta souris, tu la descends. Hmm. Bah Voilà. écoute, visiblement, je ne sais pas manier la souris. Mais ne t'inquiète pas, enfin, pour moi, c'est OK, hein, Parfait, hein. Voilà, Mm. vous voyez, voilà, Et vous on voit voyez très bien. bien. J'étais On pas voit sûre. très, très bien. Ok. L'idée, c'est je prends mon petit prof, là, finalement, c'est les sept nains, c'est pour mettre un peu d'humour aussi, parce que ça, c'est avoir de l'humour et beaucoup de légèreté, c'est hyper important dans le pays où je vais vous emmener. Alors, on fait un petit retour sur la PNL et ses terminologies, sachant que je prétends pas être exhaustive. Un soir, on ne fait pas un cours de PNL, justement, mais je vais essayer de faire le lien avec d'autres choses. On va faire un petit détour, vraiment rapide, vers les théories de la dissociation, parce qu'aujourd'hui, on est riche, il y en a plusieurs, donc on a drôlement progressé sur toutes ces thématiques. Quelques mots sur la dissociation au sens physiologique, et j'aurais pu mettre neurophysiologique. Et encore une fois, comme c'est pas le cours de ce soir, on pourrait refaire un d'autres thématiques. Voilà, je ferai léger, et suffisamment pour que vous compreniez, j'espère. Et puis du bon usage de la dissociation, et notamment dans les modèles en PNL, et j'ai pris en hypnose aussi, parce que pour beaucoup d'entre nous, on est formé aux deux choses. Puis la PNL, c'est de l'hypnose sans hypnose. Alors, dites-moi ce que vous entendez par dissociation, mais pareil, je pose les questions et on y revient tous ensemble après parce que j'aime bien vous dérouler de façon à ce que vous entriez temporairement dans mon monde pour que je revienne dans le vôtre, voilà, et qu'on puisse discuter. Bah, qu'est-ce qu'on entend par dissociation? En quoi est-ce lié surtout à association? Parce que si on parle de dissocier, normalement, de l'autre côté, on entend aussi associer. Puis au niveau de la physiologie, on va s'y retrouver. En PNL, je vais reprendre pareil des mots simples. Associer, ça signifie aider notre sujet, la personne que nous avons en face de nous, à entrer dans une expérience, stimuler davantage ses canaux sensoriels pour qu'elle puisse revivre cette expérience. Il est évident que, usuellement, nous faisons ça majoritairement pour les expériences ressources. Pour ma partie en psychotraumatologie, la grande difficulté parfois, c'est d'avoir des expériences ressources dans une vie. Voilà. C'est un tout petit peu plus difficile. Une des principales étant d'être dans le cabinet ou partager un moment pour le patient presque avec son thérapeute. Vous savez aussi que on peut réassocier les gens, même sans l'intention de le faire, à des expériences délicates. Et effectivement, dans ces cas-là, on va devoir utiliser des outils pour pouvoir switcher et se dissocier. La dissociation, elle peut être décrite comme une façon d'aider le sujet justement à se distancier sensoriellement d'une expérience pour en parler sans la revivre, juste si elle est désagréable, comme s'il lisait finalement un journal. On viendrait en style informatif. Être associé, donc c'est être en connexion. Je commence à élargir. Avec l'expérience, je me remémore une expérience et je la revis. Et c'est être aussi en relation avec l'autre. On doit être en relation avec l'autre. La grande difficulté, finalement, c'est d'être associé presque à tous les endroits en même temps. D'ailleurs, c'est absolument impossible, on va y revenir. C'est être en relation avec l'autre et en même temps pouvoir se remémorer son expérience, la rapporter. Donc, ce qui fait qu'en réalité, en permanence, à qui ou à quoi suis-je associé? À mon intérieur pour partie, à moi, mes pensées, mon état interne, à l'extérieur, à l'autre, l'environnement. Et puis du coup, on oscille sans arrêt en VACOG interne, externe. Et les deux en même temps seraient importants. J'avais fait une petite note pour un des métaphores, je crois, où j'expliquais que, au fond, la dissociation et l'association, si on les reprenait sur le plan de la vie, l'idée, c'est un peu d'avoir un format pulsatile et d'être en permanence entre association et dissociation, entre moi à l'intérieur, à différents niveaux, et l'autre. Et voilà, d'avoir ce mouvement permanent. Donc, associé ou dissocié, on va déposer le débat tout de suite. Il n'y en a pas un qui est bien, un qui est mal. Normalement, c'est l'alternance voilà, qui est plutôt intéressante. Quand on est associé, bon, je vous ai pris des petits schémas, on les connaît tous. De temps en temps, voilà, je les change un petit peu. Je vais piquer sur Internet des choses déjà faites parce que je suis paresseux, je vais pas refaire ce qui est déjà fait. Voilà. Donc, quand on est associé, là, on a deux petits bonhommes. Normalement, vous savez, associé à l'intérieur, on pourrait, je vais faire un résumé, ça voudrait dire que mon état interne, mon processus mental, ma façon de réfléchir, s'associe et du coup, j'ai un comportement et tout ça est relié.
Bien évidemment, on est rarement à 30-30-30, hein. Ça, d'ailleurs, c'est même pas un idéal, ça n'a pas d'intérêt. Et normalement, quand je suis, si là on dit Sophie, elle est avec Martin et qu'ils sont en train de communiquer tous les deux, et ben Sophie doit aussi être en relation avec Martin. D'ailleurs, vous voyez, comme diraient les jeunes, ils relationnent bien. Voilà, ces deux-là. Parce que si vous les regardez bien, ils ont le sourire, ils ont la banane. Quand l'un sourit, l'autre sourit. Et ça, c'est une particularité. C'est la même chose que quand on baille, mais c'est plus joli avec un sourire qu'avec un bâillement. Angélique, je peux t'interrompre une demi-seconde parce que Nicolas voudrait revenir un tout petit instant sur le côté dissocié. Il demande si, en étant dissocié, doit-on systématiquement se voir au-dessus ou au loin? Non. Et du coup, Nicolas, si ça te va, je garde vos questions et on y revient à la fin. Parce que je pense que si j'explique bien, quand je vais avoir bien expliqué toutes ces choses, presque tu pourras y répondre tout seul. Ça va, Dora, comme réponse, ça? Parfait. Voilà. Et ça va très bien Nicolas aussi, donc c'est bon. Merci. Donc, voilà, hein, moi, je voulais aussi rappeler, là, d'un seul coup, on a prof qui arrive. Oh là là, on a nos deux petits bonhommes, si on imagine qu'ils sont dans leur cour de récréation, ils ont peur. Et là, là aussi, à qui et à quoi ils vont être associés? Parce que maintenant, il y a eux deux, il y a l'intérieur d'eux et il y a prof. Donc, c'était une façon de vous rappeler, attention, hein, associé, dissocié, en permanence, on ne peut pas être associé à tout ou à rien. Et on a cette alternance associé-dissocié. Petit à petit, moi, je vous emmène dans d'autres acceptions, en prenant de là où vous connaissez la PNL, et pour aller vers un autre monde, en vous disant, ça veut dire quoi être associé aussi? Ça veut vraiment être en relation avec l'autre. Et ce que l'on sait aujourd'hui, c'est que nous avons des neurones miroirs et bien plus. On avait fait une conférence avec Dora, hein, sur l'attachement. C'est que dès qu'on est tout petit, on a cette aptitude à aller chercher le visage d'un autre humain, ce qui fait que on va s'associer presque préférablement. Voilà, par nature, nous sommes des êtres de relation. Le cerveau du bébé humain, il va s'accrocher à l'autre aussi pour pouvoir se développer. Du coup, par nature, nous sommes majoritairement associés à l'autre. C'est un besoin fondamental pour pouvoir développer notre cerveau, sans compter que tout petit, il est dépendant, hein, de son parent. Et je voulais vous ramener à quelque chose d'important. Justement, aujourd'hui, on travaille beaucoup au fait que, à la base, nous sommes presque nécessairement associés à l'autre, accrochés à lui, presque plus qu'à nous-mêmes. Voilà. C'est aussi, vous allez voir où je vous emmène après, c'est sur le sens de la relation et que le travail de coach, me semble-t-il, autant que de thérapeute, même si on appelle ça d'avoir du développement personnel, on devrait appeler ça du développement relationnel. Parce que pour qu'on puisse croître les uns et les autres, sans relation, au fond, on ne peut pas se développer de l'intérieur. Encore une fois, hein, je vous emmène dans ce monde-là, puis on en discute après. J'aime Donc, bien cette notion de développement relationnel. C'est voilà. tellement vrai. Et elle n'est pas que de moi, hein, je vous le redirai, hein. Il y a des grands messieurs qui me forment moi aussi, qui s'appellent Monsieur Delage, Monsieur Cyrulnik, notamment, qui expliquent ça. Donc, voilà, on peut aussi, du coup, petit à petit, saisir, mais ça, vous l'avez déjà capté, sauf qu'en PNL, on n'était peut-être pas encore arrivé à ce chemin-là aussi fin, c'est que finalement, si d'un seul coup, il y a la relation qui s'interrompt entre nos deux petits, là, eh ben, bien sûr, on se dit, bon, ok, la relation est interrompue, mais en eux aussi va se passer des choses. Donc, moins je relationne, finalement, plus je me dissocie des autres et plus je crée de phénomènes de dissociation à l'intérieur. Allez. Nous, on peut se dissocier de plusieurs façons. Ça, vous le savez. Donc, comme me disait Dora, on est tous PNL. Je passe assez vite là-dessus, mais j'avais besoin de ces prérequis pour vous emmener un peu plus loin. Voilà, donc je vous remonte, hein, vous voyez, on peut finalement se dissocier à plusieurs endroits. Et rappeler une chose, la dissociation, finalement, c'est quelque chose de spontané. Vous ne choisissez pas. Nous, on l'active, mais spontanément, notamment quand quelque chose est désagréable, quand vous allez chez le dentiste, globalement, vous avez une certaine tendance à vous dissocier rapidement, pas parce qu'il n'est pas charmant, mais en même temps parce que à certains moments, c'est pas mal, hein, voilà, de quitter temporairement son corps pour pouvoir rendre la chose plus facile. Donc, c'est une activation spontanée d'un système d'adaptation. On pourrait rejoindre des notions de système d'adaptation quant au stress et ou de défense. Voilà. Parfois,
on va pouvoir apprendre à la maîtriser. C'est un petit peu ce qu'on a fait chez les PNListes pour pouvoir guider les clients, les patients, ça dépend comment vous voulez dire, pardon, hein, j'utilise les deux un peu indistinctement. Et cette dissociation maîtrisée, elle a effectivement des vertus possiblement thérapeutiques si on en saisit bien le tréfonds. Donc c'est là que je vais vous emmener aussi et rappeler encore et à nouveau, c'est que se dissocier, ça sauve la vie et ça coûte en énergie aussi et ça pèse dans les relations. Donc c'est à la fois bon et moins bon. Et qu'en permanence, même quand nous travaillons à aider une personne, par exemple, à se distancier ou se dissocier, ça lui coûte en énergie. Voilà. Donc, c'est pour lui faire, certainement pour l'aider avec une bonne intention pour lui faire du bien, mais ça coûte beaucoup en énergie et ça peut aussi coûter à la relation que nous avons avec la personne. Je vais m'en expliquer au fur et à mesure. Alors, en PNL, dans les classiques, vous connaissez quoi? La dissociation, justement, VK. Je ressens quelque chose d'inconfortable. Je déteste qu'on dise négatif, parce que quand on ressent quelque chose dans son corps, déjà, on devrait être heureux parce que ça veut dire qu'on est vivant, et que ce soit de la douleur ou que ce soit une sensation inconfortable, ça signe possiblement que derrière, il y a une émotion, il y a un besoin. Donc, c'est plutôt quand je ressens quelque chose d'inconfortable dans mon corps, je peux effectivement si on m'aide, m'apprendre à me distancier en faisant cette fameuse dissociation VK. Alors nous, on sait faire de la simple, la double, la multiple. J'y reviens ensuite. Donc là, on a vu Grincheux, il est en colère. On va l'aider. Vous verrez, après, il sera de bon poil. Est-ce qu'on peut Grincheux. utiliser aussi couramment les positions perceptuelles pour changer de point de vue, de je à tu, en passant par le nous, et le nous, on en a fort besoin. Et effectivement, de temps en temps, Grincheux va prendre de la distance, il va regarder tout ça, et on appelle ça, nous, une position distanciée, une position méta. Hein. Ça dépend un petit peu comment vous maniez la PNL et les cours, mais on dit tous la même chose. Et là, effectivement, je prends de la distance sur la situation. Bon, visiblement, pour Grincheux, il va falloir qu'il aille se placer sur Mars pour qu'il soit de moins bon, mauvais poil, hein, mais ça, on y reviendra. Et dernier endroit où finalement, usuellement aussi, on peut travailler, il y en a d'autres, hein, mais j'ai pris les plus courants, la dissociation. Si on est en conflit interne, alors là, je vous donne un cas que je connais bien, hein, moi je travaille majoritairement sur les troubles des conduites alimentaires, où il y a régulièrement cette dissociation, je mange pas, il y a une espèce de combat très très puissant à l'intérieur. Et trouver l'IPI des deux parts, intention positive inconsciente, est loin de résoudre le problème. Allez, nos modèles dissociatifs sont puissants, mais attention, tout ce qui est puissant est à manier avec précaution. Et justement, je vais vous embêter quelques minutes en vous montrant qu'ils peuvent nuire et renforcer des patterns chez certaines personnes qui sont quasiment dissociées pour certaines dès leur naissance. Ça, Exactement, pardon, c'est exactement la question que j'allais te poser, Angélique. Là, tu n'as pas l'impression qu'il y a en effet des personnes qui sont naturellement dissociées ou naturellement associées. Alors, c'est tout à fait juste, Dora, et c'est ça que je vais vous montrer. Et c'est à ceux juste qui sont dissociés quasiment dès la naissance. Et encore une fois, hein, c'est pas de la faute de papa, de maman, on s'affranchit de tout ça. Hein. C'est de savoir qu'il va falloir manier tout ça avec beaucoup de précaution parce que, encore une fois, la dissociation sauve la vie et en même temps, elle peut aussi tuer. Voilà, il faut faire très très attention à manier tout ça. Donc, encore une fois, nous, on va s'excuser les uns et les autres. Je rappelle une chose, hein, quand j'ai découvert la PNL, je suis partie du même monde que vous tous, avec peut-être quelque chose de différent, c'est qu'à la base, je suis biologiste, hein, biochimiste, et petit à petit, j'ai appris par mon métier, et c'est ça que je vous rapporte. Hein. Et se rappeler une chose, c'est que l'enfer est pavé de bonnes intentions. Et du coup, c'est pour ça qu'on doit se remettre en question. Et je vous remercie. Hein. Et je rappelle une chose, et je vais aussi là vous expliquer après, attention, les modèles dits associatifs, avec une stimulation de l'état interne, peuvent accentuer aussi la dissociation. Parce que quelqu'un qui, depuis tout petit, a ce qu'on appelle une dissociation structurelle, tenter de l'associer, même si vous y arrivez, ça veut dire justement que vous êtes très puissant et pertinent, et en même temps, peu de temps après, son clivage va à nouveau augmenter. Parce qu'il y a ce qui se passe en séance, mais il y a ce qui se passe par ailleurs. Hein. Et je rappelle, la PNL, elle est née à une époque où nous ne connaissions pas ce que nous savons maintenant, suffisamment bien le fonctionnement du corps, du cerveau et surtout de ce qu'on appelle aujourd'hui le système nerveux central, c'est-à-dire cerveau et moelle épinière et vos nerfs, et le système nerveux autonome. Ça ne sera pas le cours d'aujourd'hui, mais je pense qu'on aura un travail à faire là-dessus aussi. Et la PNL, comme majoritairement toutes les approches,
ne se basez pas sur le développement de l'enfant et le principe de néothénie. La néothénie, ça veut dire que le petit humain sort prématurément. On est le mammifère finalement qui sort le plus immature de sa maman et on est fait justement pour être façonné par le cerveau des caregivers, c'est-à-dire des parents et de l'environnement qui est autour de nous. Donc le cerveau de l'enfant se façonne au contact de l'autre. Et donc, programmation neurolinguistique, ça, on est tout à fait d'accord. Et attention, il se façonne de façon très spécifique et des fois, il peut se façonner avec une complexité qui fait qu'il est dissocié dès le début. Nous savions que l'environnement est important, mais nous n'avions pas saisi le poids de à quel point, encore une fois, le façonnage et le modelage des cerveaux de l'adulte sur le cerveau de l'enfant sont impactants. Donc, on va aller faire un petit tour là-dedans. On garde ça de côté. Dans la dissociation, encore une fois, je vais faire soft. Vous aurez le support, ça se devrait le sait. Et puis, en une fois, je ne peux pas vous former à tout. Je veux juste vous sensibiliser. Il y a plein d'acceptions. Et aujourd'hui, on parle de dissociation en psychologie, psychopathologie. Vous avez déjà forcément entendu de troubles dissociatifs. Et on parle aussi de dissociation structurelle. Ça veut dire c'est intégré dans la structure de la personne. Ça veut dire que être associé ou dissocié de façon alternée, je vais dire presque pulsatile, comme naturellement dans le vivant, pour certaines personnes, il y a des alternances qui ne sont pas tout à fait suffisamment bien cadencées. C'est aussi ces patients qui vont des fois, ou ces clients, qui vont vous poser souci. Alors, je vous ai mis quelques petites images. Hein. Effectivement, on peut avoir des troubles dissociatifs. Est-ce qu'on est aux dérives, enfin, en limite plutôt, j'allais dire, de la psychopathie? Non, pas tout à fait. N'ayez pas peur. Il y a des gens qui ont plein de bêtes à l'intérieur d'eux, qui vous disent, hein, des fois, même en accompagnement, j'ai peur de ce que je vais trouver à l'intérieur de moi. Et puis, ce que je vais vous montrer à côté, c'est que on sait aujourd'hui que l'impact, y compris de notre éducation, on va par protection, pas surprotection, et parfois finalement de façon abusive sans le savoir, nous, les parents, nous, les caregivers, finalement créer ce qu'on appelle déjà des zones dissociatives. Donc un système, j'allais dire, de caregiver, je ne voudrais pas mettre les parents, mais ceux qui façonnent le cerveau de l'enfant, on peut du coup sans le savoir, malmener l'enfant au point que, mais ça on le connaît déjà un petit peu, avoir une partie saine chez l'enfant, que vous appelleriez peut-être l'enfant libre hein, dans d'autres approches, et puis de l'autre côté des parties blessées qui vont, on va dire, s'enquister. Et ce qu'il y a aussi, c'est que l'enfant, lui, il introjecte, il modélise, si on dit en PNL, des parts agresseurs. Je voulais vous montrer, je pouvais bien sûr vous montrer d'autres modèles, mais je veux vous montrer celui-là parce que ça rejoint le modèle des parties pour nous. Et je voulais juste déjà vous faire saisir que d'office, on ne peut pas avoir que deux parties. Il y a, même dans les conflits internes, chez les parents, chez certains patients, travailler avec le modèle des parties et deux parties, c'est quasiment voué à l'échec. Parce que tous les patients qui ont eu des modèles subis, je vais dire ça comme ça, des modèles de caregiving, de parents ou d'enseignants un peu abusifs, ont une structuration plus complexe. Et le modèle avec deux parties est largement insuffisant. Je vous mets là, je ne lirai pas la définition, je vous l'ai laissé. C'est la dissociation versus la classification internationale hein, sur la psychopathologie. Je voulais juste voilà, que vous l'ayez, comme ça vous saurez de quoi on parle. Et on parle bien aujourd'hui de dissociation, de troubles dissociatifs. Et il y a un volet entier dans le dernier DSM, celui qui est sorti en 2013, sur ces troubles-là. C'est pour vous dire l'importance qu'ils ont. Et moi, je préfère m'arrêter 2 minutes parce que comme ça, on peut faire cocorico parce que monsieur Pierre Janet, il est français. Voilà, ça a été quasiment un contemporain de Freud. Ce qu'il y a, c'est qu'aujourd'hui, il est réhabilité parce que lui, on le cite énormément et on s'est aperçu qu'on a oublié de s'attarder sur ses travaux, peut-être pas parce que Freud avait fait une meilleure pub, il était meilleur sur Instagram, à mon avis. Voilà, et on a oublié Janet. Et monsieur Pierre Janet disait déjà que l'activité psychique, c'est une activité de synthèse chez l'humain. Donc, on est par principe voué plutôt à la généralisation pour apprendre, pour intégrer et métaboliser, et pour l'association.
il disait que parfois il y a un échec possible de la synthèse. Donc, un principe de dissociation par fatigue, si on a de trop fortes émotions, si on subit des traumatismes, si on est malade, et que le moi dissocié peut présenter des zones amnésiques et ce qu'on appelait de la dépersonnalisation. Alors, oubliez ce grand mot pour ce soir, on en reparlera parce que ça fait un peu peur. Monsieur Janet, donc je vous ai mis un tout petit peu de son histoire, et du coup, il nous rappelait aussi, ce n'est pas avec son cerveau que l'homme pense, mais avec son corps tout entier. Et qu'un des niveaux de dissociation qu'on a cité très tôt, c'est la dissociation tête-corps. Les péninistes, eux, ont un antidote. Ils ont bien rappelé que tête et corps sont associés. Bon, heureusement qu'on est là pour le dire. Non, je taquine. Il y en a d'autres qui le savent aussi. La dissociation, pareil. Les noms, je vous les ai laissés parce que peut-être que j'avoue aussi que j'adorerais vous former là-dessus. Je suis passionnée par cette discipline. J'essaie de le faire avec simplicité, mais là, en condensé, j'ai voulu laisser quand même des choses un petit peu complexes à prime abord parce que j'ai voulu vous laisser les noms. Ce qui veut dire que même si vous ne voulez pas vous former, mais que vous êtes curieux, vous pourrez trouver à l'heure actuelle tout ce qui est d'actualité dans la dissociation. Donc, on a des modèles qui disent que la dissociation, justement, il y aurait des couacs développementaux, et notamment que ça affecterait la capacité d'intégration, comprenez, la capacité à s'associer, à mentaliser et à bien digérer un tête et corps chez certains enfants, parce que on a la dissociation comme manque de développement. C'est hyper intéressant. Si vous avez quelqu'un à lire, lisez tout ce qui vient de Daniel Siegel, c'est passionnant. Et très bien écrit et très facile. Après, il y a des modèles beaucoup plus poussés sur la dissociation structurelle, et cela, je vais vous emmener les voir. Je voulais rappeler une chose, c'est très récent, ça date de 2000. Aujourd'hui, il y a ce qu'on appelle les études AS, Adverse Childhood Experience, qui ont été faites pour prouver quoi? Que les expériences aversives ou adverses de l'enfant constituent déjà des fractures et qu'aujourd'hui, justement, on sait que malheureusement, on a malmené les nourrissons parce qu'on ne savait pas jusqu'en 1988 que l'OMS dise attention, il faut arrêter d'opérer les nourrissons sans anesthésie, ils souffrent. On ne le savait pas à l'époque, donc on a fait des choses très dommageables. On a secoué les bébés, donc on a créé des dommages qui créent de la dissociation. Alors, pas native, mais structurelle parce qu'elle est là dès le début de la vie de la personne. Et ça fait beaucoup de dommages, au point que l'on sait que ces personnes vont avoir possiblement une mort plus prématurée que d'autres. Donc, on a un sacré travail. Et c'est pas parce qu'on est coach que justement, on ne peut pas avoir une vertu thérapeutique là-dessus si on s'en rend compte. Il y a les modèles liés à la psychotraumatologie, je ne m'attarde pas ce soir, les modèles liés à la psychiatrie, parce que vous savez qu'on peut dire que les gens sont dissociés et des gros clivages, on pense à la schizophrénie notamment, ou à la paranoïa. Et il y a un modèle que je vais vous présenter là, ensuite, c'est la dissociation structurelle qui a été pensée notamment par Van der Hart, et qui n'est pas si vieux, vous voyez, ça date de 2010. C'est très intéressant parce qu'aujourd'hui, on l'utilise. Alors moi, j'ai été me former en EMDR, en ICV, auprès de... Bon, forcément, je fais de la psychotraumatologie depuis très longtemps. Et le modèle qui est utilisé le plus fréquemment maintenant, il ressemble au nôtre parce qu'il va parler de parties. Mais il va dire qu'on a une part ou des parts apparemment normales. C'est celles qui vivent au quotidien, qui sont orientées pour la survie et qui tentent de faire que vous fonctionnez. Et des parts, ils les appellent émotionnelles, nous on pourrait appeler des parts enfants, des parts plus régressives, qui peuvent parfois, elles, se sentir menacées et qui sont là pour la survie individuelle. Et on va voir qu'il y a quelque chose de délicat, c'est que on comprend à travers cette approche que malheureusement, la part adulte ou la part apparemment normale et les parts émotionnelles n'arrivent pas à communiquer parce qu'il y a même une aversion. Il y a une peur des parts émotionnelles qui sont possiblement des parts enfants, des parts adultes, tout comme vous avez possiblement eu peur des adultes qui vous ont caregivé à une époque. Et là, nos modèles habituels posent question. Un petit dessin, encore une fois, vous aurez la diapo. La dissociation, ce sont des parts qui ne se rencontrent pas. Et vous voyez, on n'est pas avec deux parts comme on le dit nous classiquement, mais le schéma le plus classique, c'est celui-là. Une part apparemment normale, et puis plein de
parts émotionnelles. Alors, fonction de ce qu'on a vécu, il y en a plus ou moins, elles sont plus ou moins nombreuses. Et on sait que par nature, bah, soit elles vont fuir parce qu'elles ont peur, soit elles vont lutter parce qu'elles sont en colère. Ça doit vous rappeler un peu enfant libre, enfant soumis, tout ça, hein, quand même derrière, et parts soumises. Et puis, ce qu'on appelle aussi les parts dépendantes. C'est des parts, finalement, c'est quand la personne a vécu des traumas précoces, elle reste quand même avec des réflexes d'attritement et très en dépendance. Finalement, paradoxalement, elle cherche les adultes et en même temps, elle les fuit. La dissociation, dans ces approches-là, elle est un petit peu différente de ce que l'on dit nous. C'est cette espèce de zone entre deux, qui est la zone de séparation entre une part adulte et des parts plus jeunes qui ont été malmenées. Et la dissociation, c'est comme si elle permettait de garder l'intégralité de la personne soudée. Au fond, c'est à la fois un mal et un bien. On pourrait dire que c'est une espèce de ciment qui tente de garder la personne dans son intégralité. Et d'extérieur, effectivement, on a l'impression que la personne reste entière. Ce qu'il y a, c'est que ça grossit et ça se fragmente à l'intérieur. Et que cette zone dissociative, à la fois, elle est nécessaire pour garder une espèce de cohérence pour un temps, mais au long cours, elle donne de gros dommages, y compris de grosses somatisations. Pareil, je vous ai laissé quelques petites choses écrites, vous n'avez pas besoin de moi pour lire, donc je vous les ferai passer. Je vous présente justement un modèle qui a été repris par Hélène Delucci, donc sur base des travaux de Van der Hart, très simplifié là aussi, en disant, j'ai laissé ces schémas et je vous mets une annotation version PNL à côté. Les gens qui ont eu des traumas dès la petite enfance, et plus ça a été répété, forcément plus c'est dommageable, peuvent avoir une part apparemment normale, du coup, presque adulte, on dirait, et des PE qui arrivent encore à être en connexion. Ça veut dire que les dommages ont été légers. Allez, on va dire là, vous pourriez rapprocher de nos modèles PNL et pouvoir faire discuter ces deux parts. La dissociation, elle est éphémère, elle se présente régulièrement, vous allez travailler avec eux. Ce sont des gens qui ont parfois un peu de mal à s'associer et en même temps, vous allez réussir à faire un chouette travail. Ça va pas trop mal se passer. Le problème, c'est qu'il y a des gens qui ont plusieurs parts émotionnelles et vous voyez dans son schéma que malheureusement, il y en a certaines qui n'arrivent plus à se connecter et à parler avec avec la part apparemment normale. Ça veut dire que la dissociation est beaucoup plus grosse, beaucoup plus constitutive de l'identité et qu'il va nous falloir beaucoup de doigté pour pouvoir y toucher. Si vous touchez trop vite ou vous touchez trop fort, le risque à chaque fois, c'est que ça augmente encore la dissociation. Voilà. Donc là, attention, il va falloir qu'on soit plus prudent. Et le niveau supérieur, qui n'est pas de la folie, je vais vous donner une illustration, c'est les gens qui ont même une part adulte qui s'est elle-même privée. C'est-à-dire, c'est des gens qui ont été tellement malmenés, qui ont possiblement eu des attachements désorganisés, qui fait qu'ils ont plusieurs parts adultes identitaires. Et vous voyez bien on voit bien que dans l'enfance, il y a eu plein de traumatismes et de fractures. Ce qui fait que ce sont des gens, vous avez deux options. Soit ils sont tout le temps activés, vous n'arrivez pas, vous avez l'impression que vous avez des savonnettes, vous n'arrivez pas à les saisir en face de vous. Soit ils sont presque imperturbables, ils sont tellement dissociés au fond qu'on a l'impression qu'ils sont presque pas vivants. Ces gens-là, comment on les repère notamment? Et encore une fois, ce pas des schizophrènes, hein. C'est des gens qui vont venir vous voir en tant que coach, par exemple, et qui vont avoir une part travailleur, par exemple, très puissante. Par contre, en tant que parent, ou alors là, il y a un exemple, en tant qu'aidant, c'est-à-dire à d'autres endroits, s'ils font partie d'une association ou s'ils font partie d'un club de foot, hein, que sais-je encore, on va voir qu'ils présentent comme si leur identité n'était pas connue. Ça veut dire que là, on a des gens qui ont des hauts gradients de dissociation et que ceux-là, tous les modèles dissociatifs vont être à manier avec précaution et je vais oser le dire. Tout ce qui est dissociation de type double ou multiple, c'est à proscrire. Parce que sinon, vous allez continuer à mettre le bazar à l'intérieur et vous avez vu, ils sont déjà très fragiles, ces gens-là. Alors qu'en apparence, on a l'impression qu'ils sentent rien. Voilà, je vous le remets là. Monsieur Janet disait quoi de la dissociation déjà à l'époque? Qu'avant même de travailler au changement, c'est le point numéro 3, eh bien d'abord, il faut établir une relation thérapeutique, une relation stable, mettre des ressources, stabiliser la personne et l'aider
elle-même à comprendre aussi ce qu'est la dissociation et la désensibiliser, c'est-à-dire être capable de relationner, si je le dis comme ça, en restant stable et pouvoir parler en sentant un petit peu ses émotions, mais en restant régulé. Donc, il est urgent de ne pas passer au changement. Et je vous remets là un petit modèle, finalement c'est les niveaux logiques, mais j'aime bien cette présentation-là, qui rappelle à quel point, avant d'aller sur des gros changements, il est important de vérifier l'homéostasie, comment ça se passe, est-ce qu'on est bien en équilibre. Et vous voyez, on est environnement, comportement, compétences. Vous allez faire partie de l'environnement. Et moi qui travaille majoritairement avec des gens qui ont des troubles dissociatifs, on nous dit toujours, on est centré compétence. C'est-à-dire la vraie compétence. C'est pas un objectif de changement professionnel, c'est pas ces gens-là, de toute façon, ils vont être capables de tout. La vraie compétence initiale, c'est être capable de se stabiliser et de pouvoir être en relation, une relation sécurisante sans se dissocier. Petit passage là sur la neurophysiologie. Pareil, c'est pas le cours du jour. Je veux pas vous en mettre plein la tête, vous pourrez relire tranquillement. Simplement vous dire que la dissociation, c'est pas une vue de l'esprit. La dissociation, le corps humain, il a plein de fonctions et pour pouvoir se dissocier, il y a 4 voies au moins de dissociation possibles dans le corps humain. Et des voies qui soient passent l'une après l'autre, soit de temps en temps, elles peuvent finalement fonctionner quasiment en équipe pour permettre un certain niveau de dissociation. Le plus grand niveau de dissociation qu'on ait, nous les humains, c'est le malaise vagal. Je tombe dans les pommes. Ça, c'est une vraie dissociation. Du coup, ça se passe au niveau du cerveau, dans les 3 niveaux cérébraux. Je rappelle ce que l'on dit communément, le cerveau triunique de MacLean est faux parce que il ne pensait pas que les étages étaient interconnectés. Il est très juste, par contre, en termes fonctionnels. Nous avons bien 3 étages de fonctionnement différents. Par contre, ils sont interconnectés. Et justement, dans le cas de dissociation, il y a des pertes de connexion, notamment entre le cortex qui réfléchit et le système émotionnel et relationnel. Entre le cerveau et le corps, donc on a des défaillances entre les connexions tête et corps, et surtout, on peut avoir, y compris, une déconnexion au niveau du système nerveux autonome. Ça, c'est une autre thématique, mais le système nerveux autonome, il est plus puissant que le cerveau. Et c'est lui qui fait que de temps en temps, on peut aller jusqu'au malaise vagal et qu'on est excessivement dérégulé, qu'on peut faire des crises d'angoisse. Et que si on active un patient, effectivement, de temps en temps, vous pouvez créer chez lui des perturbations non maîtrisables par son seul cerveau. Là, j'ai mis des petits schémas et je vous ai mis notamment un petit schéma qui parle de la dissociation au niveau cérébral. C'est hyper intéressant, c'est très vulgarisé, mais c'est très bien fait, vous avez vu. C'est des schémas qui viennent aussi des bouquins de Daniel Siegel, ce psychiatre américain, et c'est dans Apprendre, éduquer. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, pardon de nous le dire comme ça à tous, et nous, coachs ou thérapeutes, si nous en savons moins sur la dissociation que certains parents qui sont éduqués par ces sites, ça serait un petit peu dommageable quand même, hein. Voilà. Et dernier point sur la physiologie, je voulais juste vous rappeler que tête et corps sont un seul et même système et sont indissociables pour plein de raisons, parce qu'on est plein de nerfs. Voilà. Voilà. Et pas que les femmes, hein. Il n'y a pas que les femmes qui sont nerveuses, hein, je vous rappelle, hein. Et du coup, de la tête jusqu'au doigt de pied, on est interconnectés et que ce fameux système nerveux dit autonome, il réagit sans gouvernance de votre cerveau logique. Donc, aujourd'hui, même moi en tant que psy, je suis formée par un ostéopathe notamment à travailler avec mes patients parce que si on fait parler quelqu'un qui n'est pas stabilisé au point de vue système nerveux autonome, eh ben, du coup, tout ce qu'on va faire ne sera pas à propos. Et à la fin de la conférence, je vous donne le meilleur moyen de stabiliser le système nerveux autonome. Allez, je ne résiste pas, déjà maintenant. C'est sourire. Système d'activation du sourire. Le système d'activation du, ce qu'on appelle parasympathique ventral et facial. Allez, du bon usage de la dissociation VK, je vais finir. Ça sous-tend, bien évidemment, vous aurez le temps de vous cultiver, de vous former. On a déjà fait un petit topo sur l'attachement avec Dora, que je remercie. On va aller vérifier le type d'attachement du sujet.
Et vous comprendrez très vite, on parle d'attachement sécure, insécure, tous les insécures, attention aux protocoles qui contiennent justement cette dissociation VK. On va tester la capacité de la personne à s'associer à des expériences récentes avant d'aller travailler des expériences passées ou même futures. Et vous allez vérifier si elle reste dans ce qu'on appelle sa fenêtre de tolérance. Je vous présente le petit dessin après. Autrement dit, est-ce qu'elle est capable d'autorégulation? On va vérifier sa capacité à ordonner ses souvenirs. Les gens qui sont très dissociés, qui ont des dissociations dites structurelles, donc auxquelles il faut faire très attention, ont du mal à ordonner leurs souvenirs. C'est pour vous donner quelques indices. Vérifier leur auto-sympathie et leur auto-empathie. Généralement, ces personnes-là en ont très peu. Et on va retrouver des croyances du genre je suis nul, je ne suis pas capable, mais vraiment juste je ne suis pas capable de rien. C'est pas seulement d'avoir un projet. Vérifier les qualités relationnelles de la personne, ça veut dire vérifier effectivement si elle est capable d'être en relation et majoritairement dans le domaine de l'intimité, c'est-à-dire avec des proches. Au boulot, souvent, ils sont doués, mais pas à la maison. Et là, la fenêtre de tolérance, pareil, je vous ai mis la référence, Houghton et Mitton, ça date de 2000. Le boulot, c'est d'apprendre à faire travailler les gens dans ce qu'on appelle leur fenêtre de tolérance, ni de les hyperactiver. Parce que quand on hyperactive, ça va créer ensuite en réaction une dissociation. Si on hypoactive, ça veut dire la personne, elle vous écoute, mais il n'y a rien qui se manifeste en face, c'est qu'elle est déjà en train de se barrer ailleurs, entre guillemets, je vais le dire comme ça, donc elle est déjà dissociée. Ce que l'on sait aujourd'hui, c'est que si on n'est pas dans cette fenêtre de tolérance, où je peux sentir parler avec toi, parler de moi, en étant suffisamment activé et pas trop, eh ben, au fond, soit finalement vous avez fait un travail pour rien, elle vous écoute pas, elle a rien entendu. C'est pour ça que la fois d'après, vous vous dites, elle n'a pas avancé. Ben oui, parce qu'elle n'a pas capté. Elle n'était pas vraiment là. Soit de toute façon, si vraiment elle active un système défensif, elle ne reviendra pas. Voilà, donc sortir par le haut ou par le bas de la fenêtre de tolérance, c'est voué en partie à l'échec. C'est beaucoup moins constructif d'un point de vue objectif, si je le dis comme ça, et c'est délétère pour la personne dans son intérieur et pour ses capacités relationnelles futures. Les sujets qui ont des attachements insécures, qui ont subi des traumatismes, qui paraissent anxieux, doivent être accompagnés selon le mode de la double attention et non de la dissociation VK. Je vous donne une petite clé après. Voilà, ça redit la même chose. Voilà, comment on reste finalement dans la fenêtre de tolérance. La double attention, c'est la technique qui est utilisée maintenant quasiment partout, finalement, quand on fait de la psychotraumatologie à l'international. Donc, normalement, la PNL doit évoluer aussi en ce sens. On ne fait plus de dissociation VK, on fait de la double attention. C'est-à-dire, tu es attentif à moi en face. Donc, en vérité, le visuel, c'est vous, votre sourire, votre corps. Voilà, regarde-moi. Et en même temps, tu penses à tes souvenirs. Et quand tu sens que ça et c'est désagréable, regarde-moi, tu respires avec moi, c'est l'attention à moi. Ce que tu vois en visuel, c'est moi et c'est pas des trucs que tu projettes au loin et je t'apprends à parler dessus en même temps. Donc, on appelle ça la double attention. C'est, au fond, si on appelait ça non, une dissociation VK, c'est je suis dans mon kinesthésique négatif, je te regarde, Dora, tu me souris, t'appelles mon regard, tu me dis, regarde-moi, je suis avec toi. On est là, ensemble. Ok, allez, c'est bon, vas-y, on peut reparler de cet épisode et on peut le digérer et le traiter ensemble. Voilà, donc finalement, le visuel, en l'occurrence, c'est vous. Ce qui fait qu'on va éviter avec ces personnes de travailler en distension parce qu'en plus, nos dissociations VK usuelles, elles font quoi? C'est on se met côte-côte et on fait projeter au loin. C'est pas tout à fait OK. Donc, pour travailler les troubles dissociatifs, on préfère des approches travailler sur base qu'on appelle, nous, c'est délicat, c'est inconfortable, et ben, je vais me servir ce qu'on appelle un pont d'affect. Tu n'es pas bien, regarde-moi, je te souris, on se stabilise ensemble, on fait un lien. Alors, pardon, c'est pas joli, ça fait caca, kinesthésique, kinesthésique. Tu me regardes, donc on refait un contact par le regard. Tu es attentif à moi, on va refaire attention à ce que tu as dans ton corps, on va parler dessus. Et on va utiliser des techniques qu'on appelle des techniques de stabilisation qui vont permettre aussi des choses que vous connaissez. C'est en même temps, par exemple, je peux faire du bruit
faire du tapping, par exemple, faire du bruit sur mes genoux, la personne va être attentive au bruit et en même temps à mon regard, et on va pouvoir retraiter les épisodes. On est déjà en multi-attention, mais on n'est pas en dissociation visuelle. Angélique, est-ce Oui. que tu veux dire que le pont relationnel que tu utilises est préconisé, par exemple, suite à un trauma, à quelque chose où la personne est émotionnellement dans une violence émotionnelle? Alors, soit dans une violence émotionnelle, Dora, je vais avoir fini, après je vais revenir vers vous, soit justement ces gens qui ont l'air imperturbables, parce que ça veut dire que là, ils ont déjà un niveau de dissociation tellement fort qu'au fond, bah, ils vont faire l'exercice facile, hein, mais ça va pas produire grand-chose, hein. Voilà. D'accord. Donc, je vous ai laissé des petits éléments, hein, en disant l'enjeu concernant la capacité à gérer les vécus désagréables, finalement, c'est de travailler avec beaucoup de contenance. Et effectivement, c'est vous, comme tu dis, c'est très joli, le pont relationnel, c'est nous, le facteur de double attention et de dissociation-association. Donc, on va vraiment les aider en ce sens. Ce sont des gens qui se sentent seuls. C'est pour ça qu'au fond, quand je dis, quand on regarde ensemble dans la même direction, qu'on fait projeter au loin, et même si on dit je suis là, je suis à vos côtés, on a mis une empreinte de sécurité, même multi-encre, puis qu'on dit regardez au loin, au loin, au loin, en réalité, regarder ensemble dans la même direction, ce n'est pas les regarder et faire ensemble. Ce sont des gens qui sont dans une profonde solitude et du coup, c'est pas tout à fait adapté. La simple dissociation peut suffire, hein. Finalement, moi, désormais, je n'utilise plus jamais les dissociations multiples. La simple dissociation avec les gens sécures, elle peut suffire. Et puis, justement, il y a vous aussi. En réalité, si vous avez une bonne relation avec vos clients, vous n'êtes jamais en simple dissociation parce qu'ils sont déjà en lien avec vous, donc ils sont déjà en double attention avec vous. Et quand on est en visio, ils sont déjà aussi quelque part dissociés par l'écran interposé. Les dissociations multiples, ça consomme beaucoup d'énergie. On se pose aujourd'hui la question de l'écologie et honnêtement, dans la majorité des techniques, on les utilise plus du tout. En plus, je vais vous dire, même pour vous, c'est reposant. Alors, pour mieux comprendre, il faut se former effectivement à la dissociation. Ça, c'est lié à la gestion du stress post-traumatique, mais en plus largement que ça, on peut former sur la dissociation, hein. Il faut se former à bien comprendre comment ça marche un humain et notamment être curieux de tout ce qui est écrit aujourd'hui sur le système nerveux autonome et s'intéresser à l'attachement parce que ça, on est encore en train d'évoluer sur les façons dont le cerveau humain évolue et comment effectivement on peut avoir des fractures et des dissociations à l'attachement et pendant le développement. Et tout le boulot finalement pour nous, c'est d'éviter de recréer de la dissociation, de faciliter plutôt la relation qui fait que finalement tu te dissocies légèrement de toi mais tu vas vers moi et petit à petit de se réassocier en intérieur. Donc, je ne sais pas si je vous aurais fait saisir l'enjeu. Je reviens vers vous parce que je sais que c'est un peu complexe, mais l'enjeu, c'est derrière, c'est la santé mentale, c'est la crédibilité de la PNL et des métiers associés. Et pour ça, toi, tu le sais, Dora, c'est pour ça que j'ai continué à me former et qu'après, je vais me poser pour pouvoir réécrire, pour rafraîchir tout ça. D'ailleurs, sans renier notre métier, mais il y a des modèles, comme dans toute pratique, qui sont désormais à proscrire. Donc voilà, ça va aussi nous demander d'évoluer, puis de réfléchir. Une pratique qui date de 1960 et qui éviterait de se remettre en question et de mieux comprendre le sens des mots, alors qu'aujourd'hui, il y a des tonnes de gens qui ont travaillé sur la dissociation, il y a des études, finalement, les EMDRIS, les gens qui font de l'ICV, tous les gens aujourd'hui qui travaillent finalement, même en prévention, hein, pas seulement qu'en traitement des gens qui sont atteints de dissociation, ben, du coup, ça serait dommage que la PNL loupe cette évolution. Donc, c'est formidable, on a beaucoup d'évolutions en perspective et moi, je vous remercie d'accepter aussi de pouvoir réfléchir à tout ça. Ça va, Dora, ça n'a pas été trop compliqué. J'ai conscience que le sujet, il est touchy quand même, hein. C'est pas compliqué. Bon, c'était un peu rapide pour, pour moi, mais c'est passionnant. Voilà, j'aurais eu presque besoin que tu ralentisses un peu pour pouvoir déguster tes mots, parce que les mots, ils passaient vite, vite, Mais vite. vous avez l'enregistrement. Voilà, on a l'enregistrement. Heureusement, on va pouvoir revenir. Donc, je vois des mains qui se lèvent. Il y a Stéphane qui a levé la main. Je te laisse la parole, Stéphane. Oui, merci Laura. Euh,
Oui, moi je veux intervenir parce qu'en fait, donc moi je suis coach PNL, coach certifié, coach ProcessCom, etc. Mais quand j'entends ce que j'entends là, je me demande en quoi je suis finalement légitime parce que on est vraiment, dans ma compréhension, dans le champ de la psychothérapie. Alors, Alors, est-ce qu'on est légitime? Est-ce qu'on a les moyens d'aller au-delà en se formant ou je ne sais quoi pour accompagner des personnes qui vivent ce type de choses alors, qu'on peut rencontrer en coaching? oui, alors merci Stéphane. On savait qu'avec Dora que la question allait arriver, justement, c'était aussi ça qu'on voulait soulever. Euh, Moi, je forme des diètes, des sophros, des coachs, enfin voilà, dans plein de métiers. Euh, la preuve, c'est que moi, c'est un ostéo, alors que je suis psy, qui forme maintenant à ces choses-là. C'est plutôt de dire, on aura chacun notre étage finalement. Et ce qui est hyper important, c'est déjà de se rendre compte qu'aujourd'hui, euh, j'allais dire, l'ampleur du sinistre est bien pire qu'on a imaginé. Alors, qu'est-ce qui nous a permis de nous rendre compte de ça? C'est le Covid. Il a eu plein de choses intéressantes qu'il a amenées. Aujourd'hui, le quota des gens qu'on appelle simplement des gens anxieux, donc qui ont derrière des modèles dissociatifs finalement assez sévères. Si je parle que des jeunes, on en avait 19% avant Covid, maintenant on en a 40%. Donc, ça veut dire qu'il y a eu une alerte, hein. Moi, je suis notamment formée par Michel Delage, Laurence Martel, des gens qui travaillent beaucoup justement à prévenir. Michel Sylvestre, hein, qui est un pénéliste aussi, et puis qui a beaucoup bossé sur ces sujets. C'est de se dire aujourd'hui, si on laisse ça dans le seul champ de la psychothérapie ou de la psychiatrie, ben de toute façon, les gens, enfin, on va louper le coche, et en plus, on va être en carence, très clair, hein, de médecins et de psychiatres, hein. Il va y avoir une vraie pénurie. Et l'idée, ça veut dire que même si vous n'êtes pas directement soignant, si je le dis comme ça, Stéphane, vous évitez d'augmenter et vous faites avec nous de la prévention. Et ça, c'est super de pouvoir le faire. Voilà. Et bien J'ai pas évidemment, entendu. J'ai pas entendu. On évite quoi? vous faites de la prévention. Quand vous évitez justement de dissocier davantage, ben, Mhm. vous évitez que ce soit pire. Et puis surtout, Dora le sait, puisqu'elle se forme en partie avec moi, l'idée, c'est de vous apprendre à repérer les signaux justement de la dissociation. Comme ça vous permet de dire, ben voilà, je ne sais pas trop où je mets les pieds, j'y vais avec prudence. Et le collège a dit vigilance. C'est ça que j'aime beaucoup dans ce collège-là. Donc oui, Stéphane, encore une fois, parce qu'aujourd'hui, même des naturopathes, des diététiciens, des sophrologues se forment. Et vous, les coachs, ben, du coup, vous avez aussi besoin de cette aide-là. Oui, oui. Oui, Merci et beaucoup. encore, non, excuse-moi, juste une chose en plus. Et encore, nous, enfin, nous sommes formés à la PNL, mais alors les Oui, coachs qui ne sont tu pas as du tout raison. formés à la Mais, PNL, ils ne savent même pas ce que c'est que la dissociation, quoi. mais alors, Et pourtant, oui, 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 c'est pour ça que nous, à la base, l'acception, elle doit évoluer et en même temps, on a quand même ça dans notre mhm. bagage. Merci. Il y a donc Paul qui lève la main et ensuite j'aurai dans le chat une réflexion de Sabrina à te soumettre. Ok, Paul, vas-y, je t'écoute. Oui, ben, je rejoins un peu ce qu'a dit Stéphane. Maintenant, ta réponse que j'aurais aimé avoir plus tôt, de dire que tu es en train d'offrir une ouverture finalement au coach par rapport aux troubles Oui, dissociatifs. oui, Maintenant, moi qui suis enseignant en PNL, j'ai toujours pris énormément de précautions avec cette notion de trouble associatif parce que je pense que ça n'est pas du registre des coachs. Enfin, je le pensais jusqu'à maintenant, tu fais une ouverture, c'est bien. Mais oui. je pense que dans ton discours, il me semble que, enfin en tout cas, moi je suis très attentif à une notion qui est pour moi une des plus importantes de la PNL, c'est la contextualisation. Oui, Et tu as quand tu dis qu'on n'est jamais avec deux parties, ben moi je pense que c'est justement la contextualisation qui permet de travailler sur deux parties en conflit. Ou une partie qui a été traumatisée, stress post-traumatique qu'on appelle phobie, hein, et que si on contextualise bien, je ne pense pas de contextualiser chaque fois que, mais une fois précisément, un exemple bien précis, à ce moment-là, je trouve que c'est beaucoup plus facile de pratiquer la PNL que de partir dans le trouble qui est une généralisation.
Oui, et du coup, tu dis quelque chose je vais le reprendre encore autrement, Paul, dans ce que tu dis, c'est que déjà, quand tu contextualises bien, tu vois, tu contiens. Donc ça, c'est différent. Ce qui fait que pour les gens quand des fois on a une zone à problème, changement d'histoire, par exemple, finalement, il y a des gens, même si on tente, tu vois, de les ramener, et même en contextualisant bien, on voit bien qu'ils sont pas très enclins à avoir de l'empathie et de la sympathie pour eux. C'est ce que je voulais vous signifier aussi, c'est bah, vous contextualisez, vous forcez pas, parce que justement, si des fois on force, vous pouvez avoir le chapelet après. C'est-à-dire, c'est finalement les endroits où il y a des traumas. Ce on est en train de comprendre aujourd'hui, c'est que les endroits où il y a des traumas, généralement, c'est pas le seul trauma. Il y a d'autres micro-fissures C'est pas, avant. pardon, C'est pas le seul endroit. Il y a des micro-fissures avant, et que bien le sûr. fait de bien contenir, justement, d'avoir cette précaution, ça, c'est hyper important. Et surtout de penser quand je reviens sur la dissociation, penser dissociation avec les modèles les plus simples. Parce que plus on fait de la dissociation multiple, plus c'est coûteux en énergie. Et si vous avez des patients qui sont de type insécure, et c'est quand même 40% de la population, n'est-ce pas? Eh bien, du coup, ça peut virer à la catastrophe. Donc, ton principe de prudence, il me va très, très bien, Paul. Principe de prudence et je rajouterai le principe de relation. Effectivement, s'il n'y a pas la relation, hein, s'il n'y a pas la présence, je sais pas, on l'appelle comme on veut, la meilleure des techniques fera flot. Hein. Donc ça, c'est extrêmement important. Après, je pense que justement, si tu veux, quand tu dis les causes sont toujours multifactorielles, bien sûr, hein, mais quand il y a, et pour moi ça c'est une autre règle, il n'y a pas de PNL s'il n'y a pas de demande. S'il y a une demande, oui, mais sinon c'est pas les coachs s'il n'y a pas de demande, Mm, hein, il faut pas travailler. Voilà, ça c'est une règle d'or. mm. Hein, Et si tu n'arrives pas à obtenir une demande, ben, il faut envoyer chez quelqu'un d'autre, n'importe quoi. Hein. Si on a obligé quelqu'un à venir chez toi et qu'il ne veuille pas travailler avec toi, ben, ça dit répondre qu'il n'est pas une demande à un moment. Ben, voilà, je pense que c'est important de dire des choses comme ça. oui, et alors c'est marrant parce que moi je l'entendrais autrement par rapport à ce que tu disais, c'est quelqu'un qui n'est pas capable de faire une demande, c'est-à-dire quelqu'un qui vient chez vous, je vais le reprendre encore autrement, quelqu'un qui, même s'il n'est pas envoyé quelqu'un d'autre, il vient, il vous fait une demande de changement. Mais finalement, si en amont de la demande, quand tu lui demandes expliquez-moi un peu plus concrètement, il n'est pas capable de te dire quels sont ses besoins en cohérence avec la demande, ça, c'est un indicateur d'un trouble Oui, dissociatif. oui, oui, oui. C'est aussi te dire, ça, on peut mettre des puces à nos oreilles. Et que du coup, avant de répondre à la demande, si la personne est en incapacité de traduire ses besoins, bah justement, là aussi, je vais être prudente. Voilà, Merci. donc je pense que j'ai dit le plus important de ce que Mm, mm. j'avais. Merci, merci Angélique. Je pense qu'en vous écoutant, moi, l'idée qui me vient, c'est que les coachs d'aujourd'hui, voilà, les coachs qui sont en train de se former, et peut-être même nous aussi, hein, les plus anciens, il y a vraiment une urgence aujourd'hui à se former justement à des approches comme celle-ci, sans pour autant, j'allais dire, remplacer les, Un peu, hein. c'est vraiment d'avoir cette connaissance-là, pas forcément les outils qui vont avec, mais au moins avoir cette connaissance pour justement être capable d'appréhender, de diriger, ou de se retirer lorsque c'est vraiment au-delà de nos compétences. Et vraiment de se dire, de détecter pour éviter d'enfler encore le phénomène dissociatif. Voilà. Et puis, finalement, pour beaucoup, ça on en a déjà parlé largement, Dora, c'est aussi parce que parfois, comme on dit, hein, vous vous cassez les dents sur certains accompagnements, ben là, typiquement, derrière, ça veut dire qu'on a assurément des troubles dissociatifs, alors à des gradients différents, mais ce qui explique aussi votre sentiment d'impuissance ou d'échec aussi à ce moment-là, quoi. Donc, c'est une aide pour pouvoir, vous aussi, vous rendre la vie plus facile. Mais c'est notre travail de coach, hein, d'aller chercher d'autres approches, de s'enrichir, d'avoir cette culture et cette ouverture. Dans nos qualités, ça en fait partie, hein.
Alors là, je te propose la réflexion de Sabrina qui dit, très intéressant, clair pour moi, qui suis formée au psychotrauma et à l'EFT clinique, c'est super d'ouvrir le sujet dans le monde du coaching et de l'accompagnement en général. Bon, là, il y a pas forcément une question, c'est juste Oui, du une... coup, Sabrina, du coup, tu as déjà aussi voilà, acquis voilà, ouais, enfin, des outils pour pouvoir travailler aussi avec les gens qui souffrent de stress post-traumatique ouais, ou qui ne savent pas qu'ils en souffrent. Parce qu'un stress post-traumatique, ça se camoufle derrière des addictions, par exemple, derrière des somatisations. tout à fait. Je dirais l'EFT fait partie des approches que tu peux recommander. L'EFT est intéressant parce que justement, elle va vous permettre, ils utilisent plutôt que dissociation visuelle kinesthésique, l'EFT c'est du tapping, donc c'est des ponts pardon, c'est inélégant comme mot, mais voilà, kinesthésique, et plus beaucoup la relation, parce que pour que le patient il accepte aussi de se laisser toucher, ou comme en EMDR, nous on s'approche très très près, pouvoir rentrer dans cette zone-là. Voilà, ça demande aussi, justement, il n'y a pas de dissociation visuelle parce que vous êtes là et vous êtes en face. En fait, le premier outil, c'est quand même la relation, la qualité de la relation. Et votre présence en face, avec votre visage en face, pour activer le système nerveux autonome de l'autre. Il y a Clément qui demande si tu peux donner une liste de formations à faire et dans quel ordre. Ah, alors, euh, voilà, Dora, j'allais dire, je suis toujours gênée parce que toi, tu le sais. Globalement, j'ai tout bâti, moi, parce que je viens du milieu finalement des psys, mais avant, j'ai fait du coaching et puis surtout, j'ai été manager très longtemps hein, dans un grand groupe et je faisais déjà la psychotrauma, parce qu'il y avait des morts dans mon grand groupe. entre guillemets. Du coup, c'est de se dire, moi, j'ai repris tout ce qu'on m'a transmis, j'ai fait des tonnes de formations et j'ai repris tout ce qu'on m'a transmis où j'ai fait un module de base. Ben, du coup, je sais pas si voilà, Dora, tu l'as suivi, où je sensibilise. Après, j'ai fait des suites avec un niveau 1 pour apprendre des techniques, justement. Alors là, moi, j'ai des coachs, j'ai des diètes, tout le monde se forme, et même des tout venants, parce qu'on forme aussi des gens, par exemple, dans certains métiers, pour pouvoir faire ce qu'on appelle du diffusing ou du debriefing, pour éviter, justement, que les gens ne soient en charge de stress post-traumatique. Moi, j'ai formé mes propres enfants pour que si jamais voilà, ils voient des gens qui vivent un épisode particulier, bah, ils puissent aider. Et j'ai tout remanié sous le champ de la PNL. Parce que rappelez-vous, je suis PNListe avant tout, moi. Donc, tout ce que j'apprends, je le retraduis en PNL. Et ensuite, j'ai fait un niveau 2 qui explique toute la dissociation. Et du coup, ben, que je fais en visio et que tu vas suivre hein, aussi, Dora, justement, où j'explique tous ces mécanismes plus précisément pour que vous puissiez bien vous en saisir. Et puis après, la suite, ben, c'est la supervision, et moi je fais un traumato 3, tout ça, mais du coup, derrière aussi, c'est de vous ouvrir à où est-ce que vous pouvez aller. Parce que je vais aussi redire ça comme ça, Clément, c'est que je fais partie, alors je pense que vous me connaissez assez, je suis plutôt humble hein, par nature. J'ai un long parcours, et même en étant titulaire du certificat européen de psychothérapie, mais je suis psychothérapeute, je fais partie des rares gens qui sont rentrés en EMDR à l'Institut David Servan-Schreiber, donc un des plus répertoriés, parce qu'à la base, je suis biologiste et puis parce que je travaille avec des médecins de renommée internationale, à cause des troubles de conduite alimentaire, ou grâce, je ne sais pas, faut savoir ça. Et ce qui fait que du coup, j'ai pu rencontrer et aller chercher des formations que je prémâche et que je redistribue de façon pragmatique, bah, ça c'est mon art de PNListe, hein, comme le vôtre, pour pouvoir donner une certaine substance qui doit pouvoir être utilisable par tout le monde et qui ne devrait pas rester que dans le champ de la psychiatrie ou de la médecine. Et d'ailleurs, chez les ENDRistes, ils le disent vraiment. C'est qu'en santé mentale, on va être en grande carence et qu'on a besoin. Et finalement, si les coachs PNL et la PNL ne prend pas ce virage, je vous assure qu'il y en a d'autres qui sont en train de le prendre. Et certainement avec beaucoup moins de respect et de capacité à être en relation que nous. Oui, ça, je suis complètement d'accord. On l'entend, on le voit, on le sent. C'est une approche aussi qui peut être très utile aux sophrologues qui ont cette relation un peu, à la fois un peu curieuse entre le cerveau, le corps, l'accompagnement, le verbe, la relation. Oui. Et
Et du coup, Clément, sur mon site, puis de toute façon, je refais régulièrement des modules. Hein, j'allais dire, c'est pas une obligation de se former avec moi, mais pour le coup, je crois que je suis un peu une bête particulière en France. On ne doit pas être beaucoup à avoir tout été. Parce que je suis fascinée par ça depuis très longtemps. Et puis se dire aussi, il y a un grand dommage, c'est attention, hein, ne vous trompez pas. Tous les psys ne sont pas formés en psychotraumatologie. Les psychologues cliniciens qui sont formés dans les facs à l'heure actuelle ne sont pas formés parce que monsieur avant Monsieur Pierre Janet, il y a eu Monsieur Freud. Et Monsieur Freud, c'est encore lui qui a enseigné dans les universités, avec de bonnes choses, mais surtout la psychotraumatologie, elle nous est revenue par les États-Unis. Et vraiment, en France, c'est en train de réémerger, ce qui fait qu'on vend tout et n'importe quoi. La preuve, c'est qu'on vend les formations à théorie polyvagale au tout venant. Voilà, donc c'est n'importe quoi, vraiment, c'est assez terrible. Et du coup, il peut y avoir des gens qui vraiment même vont voir un psy et même un psychiatre qui n'est pas formé en psychotraumatologie. Donc, on a un gros chantier sur la psychotraumatologie et tout ce qu'on appelle l'attachement et le développement. On est en train de faire une révolution à l'international, mais elle est beaucoup plus lente chez nous en France. Et je vous rappelle qu'aux États-Unis, finalement, coach ou thérapeute, il y a des fois, on se pose un peu moins la question qu'en France. Hein. Probablement que le coach va petit à petit aussi devenir un coach thérapeute, Ben, de par cette formation. ben, puis c'est là qu'il faudra vous distinguer. C'est Ouais. comme moi, des fois, j'en ai un peu marre d'être identifiée avec d'autres psys alors que je ne crois pas travailler du tout de la même façon. Et entre coach et coach, moi, j'allais dire, je suis un peu malheureuse aussi pour vous parce que des fois, je me dis, mais c'est n'importe quoi. Quand je vois sur Internet, en 10 jours, on est formé coach. Enfin, Complètement. ça n'a rien à voir, quoi. Et Défendons même, notre- et même thérapeute, oui, oui. Moi, je sais que pour mes accompagnements, c'est plus coach thérapie, parfois. Je Mais vois que Paul, tu as levé la main à nouveau. Oui, 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 je voudrais juste rajouter quelque chose à propos de la double attention dont tu as parlé, Angélique. C'est que ben, nous, on a quelque chose un peu comme ça en oui, PNL, c'est-à-dire que d'abord, on ne fait pas de double dissociation avant d'avoir fait des ancrages de sécurité, bien sûr, et qu'il y a une technique d'ancrage qu'on appelle la technique de double ancrage, c'est-à-dire entre ma main de praticien et la main mm, du client et qui s'ancre mm, chez moi et son encre de sécurité, et en même temps que moi, je lui serre la main pour avoir cet ancrage à ma disposition. Et donc, il peut en user quand il veut, et je peux en user quand je veux. Et ça, je trouve que par rapport à la double attention, c'est peut-être quelque chose d'un petit peu plus... c'est quelque chose, en tout cas, que je trouve très puissant. Mais c'est ça la double attention, notamment Paul. Et tu sais, je crois que peut-être vous réalisez pas, quand tu dis ça, mais euh, il y a très peu de coachs et de même de thérapeutes qui vont oser s'approcher et toucher la main du patient. Tu vois, on en est là surtout. C'est ça aujourd'hui. Voilà. Et puis en plus, il y a des adaptations à faire pour la visio, mais c'est que il y a même des patients qui ont du mal finalement à prendre une main, mais à la limite, justement, il y a besoin d'aucun modèle quand déjà il accepte que tu lui prennes la main et qu'il tend sa main. Dire pour certains, c'est fondamental. Enfin, tu as déjà fait 70% de la réparation. S'il y a le rapport, en principe, on y arrive. Ouais. Mais je crois pas que beaucoup de coachs fassent ça, tu sais. Ah, Ouais. d'accord. Et coach PNL, peut-être. Ouais. Je crois qu'il y Peut-être. avait Stéphane Dora. Oui, c'est ce Oui, que j'allais te dire. oui, je peux intervenir? Stéphane. Oui. Oui, tu as la Bah, parole, Stéphane, deux vas-y. choses, effectivement. Moi, je me pose quand même la question, parce que, Angélique, toi, tu es euh, psychothérapeute, mais typiquement, moi, personnellement, Dora, tu l'es également, je crois. Moi, je ne le suis pas. Donc, dans des coachings, en fait, quelque part, la légitimité au regard, en fait, des institutions, du droit, quelque part, parce qu'on est, voilà, on n'est pas non plus reconnu comme de thérapeute. Est-ce que quelque part, on ne se met pas en risque? J'ai le sentiment quand même qu'on est vraiment à la frontière de quelque chose qui est un peu une chasse gardée et pour Ouais. lequel peut-être en tant que coach, on n'est pas habilité. Hein. Euh, voilà, C'est- j'ai vraiment cette ah, question. oui, ben, alors je vais y répondre sur plusieurs aspects. C'est si tu es formé et sensibilité, ça te permet d'être prudent. Ça ne veut pas dire que c'est toi qui vas reconstruire une dissociation profonde et structurelle. Tu vois, ça veut dire qu'on travaille à deux.
là, j'ai pas le temps de leur dire, mais on avait fait sur l'attachement. Il y a un grand principe aujourd'hui qu'on n'acceptait pas à une époque, c'est que pour les gens qui sont justement très dissociés, c'est hyper intéressant d'avoir deux accompagnants en même temps. Parce qu'on retravaille l'attachement primordial et ce qu'on appelle les principes d'individuation et différenciation. Donc, avoir un coach, un sophro et un psy, c'est génial. C'est plutôt d'être partenaire, tu vois, à certains endroits. Et l'autre aspect, encore une fois, c'est que merci de notre déontologie, parce qu'il y en a plein qui l'ont pas, qui se forment n'importe comment. Et ça ne veut pas dire que vous serez psycho-traumatologue. Ça voudrait dire que vous serez des coachs, justement, ce que moi j'appelle la PNL nouvelle, quoi, qui sauront faire avec justement quel modèle on enlève, quel modèle on fait plus, comment on remanie. Moi, il y en a plein que j'ai remanié certainement comme vous, et on met à jour. Et puis, on vous met une signature de PNL, entre guillemets. Moi, je pense que la PNL, à terme, on devrait moi, j'appelle ça plutôt la pratique neurolinguistique et relationnelle. Moi, je suis en train de la renommer au fur et à mesure. Ce serait juste. Ouais. Et concernant le fait de prendre la main, enfin moi j'accompagne une association là de cadres. J'ai une pratique en tant que coach PNL qui va peut-être un peu plus loin que le simple coaching capacitif, hein, mais je me suis fait reprendre moi par l'association en tant que telle qui m'a dit globalement on touche au domaine de la psychologie. Bref, c'est globalement pas ce qu'on veut. Donc, c'est pas non plus facile, en fait, de développer dans ce sens-là. Alors que moi, j'avais en face de moi des personnes, alors je ne suis pas capable de dire si c'était des troubles dissociatifs, mais des gens qui, quelque part, n'ont pas d'objectif, ne voient pas où aller, Tout. et ne le trouvent pas. Donc, Mm. c'est quand même quelque chose qui est un petit peu plus, comment dire, un petit peu plus profond. Et c'est vrai que j'ai essayé de développer cet aspect relationnel qu'on évoque Ouais. là, mais bon, voilà, moi je me suis fait recaler, quelque part repris par rapport à une démarche qui est perçue par rapport à d'autres coachs hein, qui n'ont pas Mm. cette orientation PNL. Voilà, pour eux, c'est objectif, moyen, ressources et timing. Voilà. Bon. Alors, finalement, moi, j'ai plein de collègues et amis qui sont, notamment qui font de la process com, ils font du coaching de grands managers et du coup, qui osent un certain de ces outils. Justement, on a touché ou être en proximité. Tu dis quelque chose de juste. Après, forcément, c'est une question de, faut dépasser petit à petit. Et je vais finir avec une chose. Vous savez, à l'époque où j'étais ingénieur sanitaire chez Veolia, j'enseignais à l'école les ponts et chaussées. Le jour où j'ai écrit dans mon CV, au départ, ils m'avaient pris. Puis après, quand j'ai écrit que j'étais PNListe, ils m'ont dégagé parce qu'ils ont eu peur. C'était il y a des années en arrière. Et aujourd'hui, voilà des endroits où je peux intervenir parce que je vais vous donner un exemple de trouble dissociatif. Vous êtes sûr qu'il y a trouble dissociatif derrière? Tous les gens qui sont en burn-out ou en bore-out. Donc, inutile de vous dire que ça fait un sacré paquet de gens que vous croisez, vous. Ben, ça m'est arrivé, hein. Moi, je suis sorti de ma dernière expérience, je pense, sur un trouble dissociatif. Je n'ai pas du tout été accompagné. Je me suis retrouvé après une expérience dans l'entreprise, dans un endroit, je pense que c'est tout ce qu'on peut appeler une dissociation, et en fait, je ne savais plus où j'étais. J'étais totalement dissocié, je ne savais plus ce que je faisais là, je ne savais plus presque comment je m'appelais ou quoi que ce soit, je ne savais plus où j'avais mis la voiture, je ne savais plus ce que j'étais venu faire, je ne savais plus du tout, et j'ai paniqué, et j'ai essayé de me calmer, mais j'étais vraiment seul à ce moment-là, et la seule chose, j'avais besoin d'avoir un contact, la seule chose que j'ai trouvé à faire pour essayer de m'en sortir, c'est d'appeler la DRH, parce que j'avais été martyrisé par le manager, et j'ai appelé la DRH en expliquant ce qui se passait. Et le fait de les appeler, d'être dans ce contact relationnel avec la DRH Aller chercher l'autre. voilà, Mm. ils m'ont dit non, non, mais t'inquiète pas, on va prendre ça, etc. Ça m'a permis voilà, déjà dans un premier temps, de retrouver ma voiture. Déjà ça, voilà. Voilà. Donc, puis, je voudrais redire que si je crois que Laura, ça fait longtemps qu'elle me connaît et qu'on se connaît. Elle sait que je suis enseignante PNL, que je fais du coaching, je fais le clown aussi des fois, je fais de la clown thérapie parce qu'aujourd'hui on soigne les traumas avec la thérapie, hein, thérapie par le jeu, du coup c'est la PNL pour moi de toute façon à la base. Je vous rappelle que Milton Erickson, Virginia Satir et Monsieur Fritz Perls étaient des thérapeutes. Donc, hormis quand on l'a vachement dénaturé, on a de toute façon, on ne peut pas le renier, ce fond thérapeutique. Complètement. C'est notre fond de travail. Nos apprentissages de PNL se sont appuyés sur
sur cette notion. La thérapie, enfin la PNL au départ était quand même une thérapie. Elle était quelque chose de thérapeutique. C'est en ça que votre coaching ne peut pas être Ouais. non thérapeutique, il pourrait être antithérapeutique justement quand on n'est plus assez éclairé. Mais ça, encore une fois, c'est à nous aussi de restaurer et de renouveler un petit peu la PNL parce qu'on a de très bons fondements. Maintenant, il faut juste qu'on les rafraîchisse comme toutes les autres approches le font aussi. Et qu'on recadre aussi, qu'on remette du cadre. Et ne pas laisser la PNL partir dans tous les sens. Alors, dans les chats, j'ai des petits mots. J'ai un grand merci à notre intervenante. J'ai besoin d'une dissociation pour bien appréhender votre outil, me dit Mustapha, qui est très puissant, enfin pas, bon, pas Mustapha, mais l'outil, et que j'espère revoir dans un replay. Bon, il y a pas mal de personnes qui demandent le replay pour peut-être Voilà. réentendre, Digérer, voilà, digérer. digérer. Euh, Paul ajoute, pour les limites, la clé la plus simple, me semble-t-il, est de s'arrêter à cette question. Le conflit interne est-il contextualisé ou pas? Ouais. Je te laisse avec ça. Euh, on a des remerciements pour l'organisation du Zoom. Merci beaucoup, Angélique. Comme d'habitude, tu es passionnante. Parce que Euh, je suis passionnée. oui, c'est vrai. Je suis captivée par ce sujet. Merci Angélique. J'ai juste envie de suivre tes formations. Le contenu est puissant et riche et tu es captivante dans ta transmission. Voilà Merci. ce qui est dit à propos de ce que tu viens de nous transmettre. Euh, avez-vous d'autres questions? Tu sais qu'ils ont peut-être faim hein, aussi. Non. Non, moi j'ai juste envie de demander, c'est quand qu'on se forme avec toi, Angélique? Je peux pas, on Eh peut pas ben, résister là. non, mais Enfin, c'est dingue. Ouais, tu connais mon planning et Dora ouais, déjà ouais, des petits bouts. ouais. Tu sais, moi, j'ai une façon de former, je suis un peu bizarre. C'est pour ça, je vais vous le dire aussi pourquoi j'ai pas passé le Calobi, parce que je travaille à l'artisanal. Souvent, c'est pas le même phénomène que pour vous Ouais. tous. Il y a des gens qui m'écoutent, ils sont captivés, ils forment un groupe et je viens. Plutôt que je lance une session et parce que comme vous savez, je bosse aussi beaucoup, j'ai des patients tellement cristallins. Enfin, moi j'ai déjà eu 5 morts hein, dans ma patientèle hein, parce que travailler avec polytraumatisés, c'est quand même aussi. Et ce qui fait que comme je suis passionnée, parce que j'étais ce week-end à Paris là, justement en traumato 3, c'est si ça vous dit que vous êtes un ensemble à faire. Eh ben, à la limite, je peux même refaire une mouture adaptée parce que j'ai fait une mouture en escalier, entre guillemets, comme ça. Mais quand on a que des PNListes qui ont les fonds communs, ben, vous savez, je suis de la formation depuis 35 ans, je peux refaire un truc, j'allais dire modulo kit, qui vous servent tous. Mm. Donc, Sur mesure. Tu vas nous faire tu vas leur faire un truc sur mesure. Oui, tu vois, Paul, voilà, il en est aussi. Paul, il vient de dire, il vient d'écrire, j'en suis. On va trouver un truc et tu vas nous faire. C'est formidable, quoi. Moi, je suis Ouais. captivée. En fait, Daniel Siegel, je connaissais. J'ai lu un de ses livres là et vraiment, c'était captivant. Je suis en train de me former. Je fais le premier niveau de santé mentale parce que je trouve que c'est important avec le coaching ouais, ouais. santé. Donc voilà, non. Non, moi, je trouve que l'artisanat fait comme toi, c'est d'une puissance intellectuelle et pratico-pratique. Je veux dire, on comprend la mécanique du cerveau et on comprend ce qui peut arriver derrière et comment est-ce que on est d'abord dans l'accompagnement et surtout, et on fait très, très attention à l'autre, quoi. Et on est toujours dans le regard de l'autre. Ça, je trouve ça formidable d'entendre ça. Vraiment, Eh ben, je suis captivée, quoi. n'hésitez pas à rejoindre les formations. Faites une équipe, on s'organise. Je vous les conseille, je les vis, je les ai vécus, je les vis et je ne m'en lasse pas. Ouais, ouais. Bah, merci de votre enthousiasme parce que vraiment on a besoin de vous. Moi, je peux le dire comme ça. Je suis tellement sollicitée, je suis fatiguée de travailler aussi, et pas que par. Enfin, j'ai des collègues en tous sens hein, qui sont des infirmiers, plein de gens qui sont formés. C'est aujourd'hui, nous vivons dans un monde, une forme de maltraitance, notamment parce que ce qui dissocie, c'est le rapport au temps. Je viens de me former sur l'éco-anxiété aussi, qui n'est pas encore classifiée, mais nos jeunes, ils sont. Enfin, vraiment. Bien sûr, toutes les époques ont eu des dommages, mais on parle même de pré-trauma aujourd'hui, parce que à force qu'ils aient peur justement de ce qui va se passer pour la planète, ça les fracture aussi. Et c'est pour ça que pour moi, c'est un sujet. Enfin, la PNL m'a amené à ça, mais vraiment, je dis, je sais pas si j'ai une mission là-dedans, mais j'ai une transmission à faire parce que vraiment, on a besoin d'aide. Ouais, c'est Mm. beaucoup trop de gens en souffrance. Hein.
Et là, tu vois, quand on t'écoute, on se rend compte combien la PNL peut être Elle est à propos, elle est d'une puissance incroyable, bien utilisée, j'allais bien dire, utilisée. moi j'aime bien le mot recadré dans son véritable sens, peut devenir vraiment un outil étonnant d'accompagnement, quoi. Vraiment. Et moi, On ce peut que j'aime, réellement aider des personnes je dirais, en mal-être, en dysfonctionnement. pour la psychotraumatologie, on utilise quasiment que les outils du technicien. Derrière, c'est de la PNL, mais il faut juste pouvoir le retraduire avec cette qualité relationnelle. Donc, voilà, faut juste qu'on arrive à formater tout ça pour que ce soit transmis. Parce que sinon, ça va retourner dans un champ très réduit de psychiatrie ou de psychothérapie qui Ou, fait qu'il y a plein de gens qui l'auront pas. Au pire j'allais dire, de commercialisation aussi. Oui, bah parce que regardez sur Internet, hein, c'est Oui, des coachs ah qui bah, vous vendent de la théorie polyvagale, ils ont fait 3 jours de formation, quoi. oui, c'est vrai. Donc, c'est à nous aussi à être vigilants et d'ouvrir les fenêtres et de refermer certaines portes. J'aime bien ouvrir les fenêtres et refermer des portes. Mm. Voilà. Bien, eh bien, écoutez, avez-vous d'autres questions? Parce que finalement, on va finir plus tôt, ce qui peut être très bien aussi. Je Euh, regarde, question, pas question. Petite question, si on veut contacter Angélique, on fait comment? Euh, Euh, je crois que j'ai mon mail hein, sur la présentation de Ah, vous m'envoyez un mail et puis je fais passe par suivre. code, ouais, d'accord, merci. Voilà, Ça vous m'envoyez tape un mail et je fais suivre sur Angélique. Internet, on tombe sur ton site. Voilà. Que tu as dit, Jean-Christophe? Je dis, j'ai tapé le nom d'Angélique sur Internet ouais, et je suis arrivé de suite sur son site Internet. ouais, ouais. D'accord. Avec ses coordonnées avec nous. Voilà. Voilà, si en plus vous arrivez à créer un groupe Et ce qui qui est serait chouette, voilà, ça voilà, serait qui encore est plus. issu de cette Ouais, intervention de ce soir, c'est encore plus top. absolument. Ça Parce serait Hein. que très bien. on peut se mailler avec d'autres personnes qui ont d'autres approches, mais vraiment, si on n'est qu'entrepreneuristes, vraiment, Mm. l'idée, ça serait de vous transmettre quelque chose à la carte, quoi, finalement. Parce que comme Mm. ça, je connais votre monde et j'amène plus facilement la matière aussi. Mm, mm, mm. Voilà. Mm. On Donc, est tous, ils voilà. sont tous d'accord, on est tous d'accord. Bah, je vous laisse Formidable. organiser, hein. Après, Oui, de toute oui. façon, moi, je viens avec ma tête. Voilà, Ok, super. tu me laisses organiser, tu vas voir, ça va être top. Très bien, bah écoutez, on se quitte là ce soir alors. Mm. Ça nous permet de finir plus tôt, c'est bien aussi. On se retrouve le mois prochain. On avancera encore un peu plus dans la connaissance du cerveau. Ça va être vraiment, je pense, cette année, la relation au cerveau et à l'accompagnement sera, je pense, la bannière de nos conférences, en grande partie. Je vous dis au revoir. Au Merci Au pour revoir à votre... revoir. tous. Merci Merci Un grand beaucoup. infiniment, merci, Au vraiment. revoir. Angélique, que Merci, j'applaudis Angélique. avec force. Merci à Formidable, tous. vraiment Tu as formidable. été puissante et extraordinaire comme d'habitude. Oh là là. Tu es la star de notre collège, tu le sais bien. Ouais, je mets à l'intérieur pour les consultations de demain. Non, mais tu laisses ton humilité de côté pendant quelques minutes et tu prends ça. Allez, je vous dis au revoir. Merci. Au Merci pour revoir. Bonne merci à soirée vous à tous. tous. Au Invité. revoir. Merci, merci.